Merci, merci beaucoup. Merci, merci. Bon, ben bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Avant de commencer, je vais dire un gros merci au monsieur à la table à la console. Il a fait mon maquillage, mes cheveux, il s'est occupé de moi. Non, il a bien su me jaser et me donner des petits hints avant de commencer là, pour être le plus calme possible. Donc, merci, c'est gentil. On va démarrer tout de suite. On va parler de leadership. On va parler de comment on fait pour soulever le leadership dans notre entreprise, pour justement pas commettre une des erreurs qu'on a entendues dans la présentation de Dominique juste avant moi, pour pas que ça soit juste les ressources humaines puis la santé-sécurité qui tiennent à bout de bras un peu la culture en santé-sécurité. Donc, on y va. Bon, ce sera pas long, figurer les pitons. OK, donc on va commencer en parlant un petit peu de la limite des procédures. Pourquoi les procédures? Pourquoi la documentation, c'est pas assez en entreprise? Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher de plus? On va parler de l'importance du leadership. On va regarder aussi les 3 erreurs. Là, on en a parlé, je suis un peu dans la même lignée que Dominique. J'en ai pas 11. Il y en a certainement 11, 12, 13. On va au moins regarder les 3 plus fréquentes, les 3 plus grosses. Puis on va regarder un petit peu comment on fait pour faire une transition vers plus de leadership, moins de conformité. Pas nécessairement moins, mais que ce ne soit pas le focus numéro un, que ce ne soit pas juste la conformité. Donc, on va commencer à regarder les limites des procédures. On en a tous, c'est probablement une des parties les plus importantes de notre travail, qu'on arrive en entreprise, soit se familiariser avec les procédures, soit en documenter, soit on arrive, on dit « Oh my God, il n'y en a pas pantoute, il faut commencer from scratch ». Vous avez probablement déjà travaillé dans des entreprises parce qu'on regarde la documentation, on regarde les procédures, puis on dit « Oh boy ». On dirait que l'entreprise est prise dans les années 1980, dans les années 1990. Ce qu'on va regarder, c'est les erreurs. Pourquoi ce n'est pas assez ces procédures-là? Donc, une des premières erreurs, pourquoi les règles, ça ne suffit pas assez? Parce que ça a une limite. Okay? Donc, les règles ne peuvent pas garantir un comportement, ne peuvent pas garantir qu'on va agir d'une certaine manière. Ça va documenter la base, ça va documenter ce à quoi on s'attend comme résultat, mais ça ne va pas aller nous dire comment le faire ou comment agir sur le comportement. Les règles vont imposer une méthodologie. Ils ne vont pas venir motiver les travailleurs à agir d'une certaine manière. Ils vont dire, ben bleu c'est bleu, vert c'est vert, mais on n'a pas de juste milieu. Il n'y a pas de manière de naviguer avec les procédures, avec les règles. Les procédures ne vont pas prendre en considération les situations imprévues. Là où est-ce qu'on va se faire mal, la procédure, elle ne va pas documenter. Ah, bien, en cas d'imprévu, on fait ça. Ou quand il y a ça, c'est ça qui se passe, bien, voici qu'est-ce qu'on va faire. Les règles, elles ne sont pas là pour ça. Elles ne vont jamais aller voir à l'extérieur du REM de la conformité. Vos procédures ne vont pas être là pour vous aider. Elles ne vont pas prendre en considération non plus le comportement humain. Ouais, donc, une grosse partie de notre travail, c'est d'avoir ces procédures-là, c'est d'avoir notre documentation, c'est d'avoir notre baseline. Mais une grosse partie, ce n'est pas la totalité de ce qui fait fonctionner votre entreprise, c'est les gens qui sont là, c'est les humains. La procédure, la règle, la conformité, la norme ISO, elle ne va jamais venir prendre en considération ce comportement-là humain. Elle ne va pas prendre en considération le fait que votre travailleur il s'est fait réveiller aux petites heures du matin parce qu'il y avait un système d'alarme qui s'est déclenché à l'hôtel où est-ce qu'il reste. Il ne va pas prendre en considération qu'il vit une séparation, que les enfants n'ont pas dormi, qu'il y a des enfants en bas âge, puis ils ont pleuré toute la nuit parce qu'ils ont une otite. Il ne va pas prendre en considération le reflet de ce comportement-là. Puis les règles, tantôt je vous ai dit, peut-être que vous travaillez dans une entreprise parce que les règles, on dirait, qui sont écrites dans les années 1980 et sont restées là. Souvent, nos procédures ne prennent pas en considération l'évolution des conditions de travail. Donc, notre méthode de travail a changé, on a peut-être robotisé, on commence à utiliser du AI, on a commencé à avoir plein de changements, on fait de l'amélioration continue. Ça se peut que nos règles et nos procédures sont restées pognées à la même place depuis les 5, 10, 15 dernières années. Puis on prend les mêmes procédures, puis on les revise, on les relit vite, vite, on change la date de révision pour être conforme avec ISO, puis bingo, on passe à la prochaine affaire. Donc, ils n'ont pas nécessairement suivi le modèle de votre entreprise. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, en entreprise? Malheureusement, moi, je l'ai vu. Un des plus gros échecs d'une entreprise qui est gérée, que la santé-sécurité est gérée par ces procédures, une entreprise qui met la conformité en premier lieu, le plus gros risque, c'est qu'il y a quand même des accidents majeurs. Je vous donne un exemple. Chez Stantec, la compagnie où est-ce que moi je travaille, ça fait pas très longtemps que je suis là. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de documentation. C'est un énorme bateau, l'entreprise Stantec.
Beaucoup de procédures, beaucoup de documentation, beaucoup de systèmes. On a des mécanismes à tous les jours. Les travailleurs doivent remplir la documentation. On est blindé, en fait, de paperasse. Par contre, on a eu des accidents majeurs. On est tellement focusé sur notre paperasse, on est tellement focusé sur avoir les procédures, sur que chaque petit point est complété, qu'on manque parfois le big picture. Et c'est ça l'enjeu, de mettre toutes nos énergies sur nos procédures, puis se dire, hey, nous, là, on est top-notch en documentation. On est numéro 1 sur nos procédures, mais on a quand même des accidents, on a quand même des grosses blessures qui se passent. Là, je ne vous parle pas des paper cuts puis des petits bobos. Des entreprises qui sont focusées énormément sur la conformité documentaire vont voir passer des gros accidents. Il va y avoir une lacune, il va y avoir un gap à combler là parce qu'on est tellement focusé sur notre paperasse. D'où l'importance d'aller essayer de se créer une culture en santé-sécurité. La culture, c'est des émotions, c'est des feelings. C'est moi, je m'en vais travailler sécuritairement pour telle raison, pas pour la procédure 72-4. Ça, on s'en fout jusqu'à un certain point. Ce qu'on veut aller chercher, c'est aller commencer à créer cette espèce de culture de sécurité active. Et pour faire ça, on va aller mobiliser nos leaders. Pour pas que ça soit juste l'équipe de santé-sécurité, puis que ça soit juste les gens d'RH qui mobilisent les gens en santé-sécurité, on va aller motiver nos leaders formels à prendre un morceau du gâteau. Donc, le rôle de notre leader, c'est d'agir comme modèle. Mais quand je vous parle de votre leader formel, on va se donner comme exemple le directeur des opérations, le directeur général, le directeur de X département. Okay? Ça, c'est vos leaders formels. C'est des gens qui servent d'exemple. Right? Ils vont définir clairement les normes de sécurité. Ils vont dire bleu ou vert. On va suivre ce chemin-là. Le leader, dans sa force, c'est d'avoir une communication très efficace. Okay? Il a ce rôle-là. Par défaut, il a la plateforme pour parler de santé-sécurité. Allez utiliser cette plateforme-là. Allez chercher du temps, c'est du temps qui est très précieux. Allez chercher du temps avec votre gestionnaire pour qu'il puisse passer un message très, très, très efficace en santé-sécurité. Ça se peut qu'au début, là, ça soit un peu stiff, excusez l'anglicisme, que ça soit un peu bizarre. Donnez-lui les mots à dire, donnez-lui le message, donnez-lui le texte, puis il va le mettre à sa main, il va l'amadouer, mais utilisez votre gestionnaire formel pour aller faire cette communication-là. Le leader formel qui prend la santé-sécurité à cœur, il va vous donner une responsabilité partagée. Il va vous promouvoir, vous, comme gestionnaire en santé-sécurité, il va vous promouvoir quand il y a de besoin, puis il va prendre une partie du lot aussi quand il y a de besoin. Puis il va utiliser les gens pour aller créer une espèce de collectivité. Vous avez besoin d'utiliser cette personne-là pour vraiment mobiliser la culture dans votre entreprise. Le leader formel, il faut l'utiliser comme exemple. Okay? Cette personne-là, il a, un peu comme moi présentement, il a le spotlight sur lui. Comme vous, dans votre entreprise, vous le savez très bien que si vous faites quelque chose qui n'est pas 100% selon les règles ou 100% sécuritaire, vous allez vous le faire dire. Marchez sur le chemin, vous n'avez pas vos capes d'acier, il y a quelqu'un qui va vous le noter. C'est la même chose pour votre gestionnaire formel. Okay? Il devient l'exemple. Passez du temps avec lui ou elle pour lui faire comprendre le rôle qu'il porte, cette personne-là, c'est d'être l'exemple en santé-sécurité. Ça va être le walk the talk. Cette personne-là va démontrer chaque fois le bon exemple. Puis ce qui va vous permettre d'aller chercher, c'est commencer à avoir un engagement très, très, très visible. Votre gestionnaire formel, votre leader formel en santé-sécurité, votre gestionnaire des opérations, lui, ce qu'il veut faire en bout de ligne, c'est runner sa business. Il veut se rendre du point A au point B, il va faire sortir ses produits. Cette personne-là va tout faire pour inclure la santé-sécurité dans son output de son produit. C'est là que vous rentrez en jeu. Okay? Donnez-lui la possibilité de devenir un supporter à la santé-sécurité vraiment visible. Il va être constant dans ses actions. Vous devez le motiver à être constant dans ses actions. Et si lui ou elle le fait, les autres vont suivre juste parce qu'ils suivent le leader. Okay? Je sais que c'est banal, là, ce que je vous dis aujourd'hui, mais les gens vont se rattacher aux actions et à l'exemple que le leader formel a, juste parce qu'il est le leader. Ce n'est pas la solution à tout, certainement pas, mais ça va vous donner un petit gain. Puis ce petit gain-là, prenons-le. Okay? C'est difficile à chercher des gains en santé-sécurité, on va le prendre, ce petit gain-là. On a parlé beaucoup de leader formel. Je réalise qu'il y a beaucoup de texte sur ma slide. Là. Je vais la changer pour la prochaine fois.
Depuis le début, je vous parle du leader formel. Le leader formel, c'est votre directeur des opérations, c'est quelqu'un qui a la plateforme par défaut, c'est quelqu'un que les gens vont écouter, c'est quelqu'un qui a une capacité hiérarchique, qui va faire avancer les choses s'il décide de le faire. OK? Parfait, utilisez-le. Donnez-lui des messages clés à passer, donnez-lui des visites à aller faire, demandez-lui de se promener sur le plancher. Utilisez-le dans la capacité qu'il a. Le leader qui est tout aussi important, puis que parfois on néglige un peu, c'est le leader informel. Votre leader informel, c'est Jean-Guy qui travaille sur la machine depuis 25 ans, qui fait les choses de façon sécuritaire, que les gens écoutent par automatisme. C'est ce leader informel-là qu'on a une opportunité d'aller chercher en santé-sécurité. Ça prend du temps à chercher ce leader informel-là, mais ça peut être très, très, très payant en bout de ligne. Okay? Donnez-lui un certain pouvoir sans lui donner de pouvoir. Ah, ben oui, Nat, c'est super facile à faire ça. Donnez-lui du pouvoir sans y en donner. Allez voir votre leader informel. On sait c'est qui. Hein, tout le monde ici, dans son entreprise, c'est ah ouais, lui, elle, c'est des leaders informels. Utilisez-les. C'est des gens qui vont faire la bonne chose. Ils ont juste besoin d'une petite dose d'amour. Okay? Donc, c'est des gens qui parlent fort, des gens que les gens vont écouter. C'est des gens que les gens vont suivre sur n'importe quel sujet. Ça peut être très, très, très positif, comme ça peut être négatif. Soyons vigilants. Mais allez les chercher, ces gens-là. Puis comment qu'on fait pour aller les chercher? C'est en leur disant, « Hey, on va dire qu'il s'appelle Jean-Guy. » J'aime ça, Jean-Guy. Jean-Guy, t'as-tu vu telle affaire aujourd'hui? Ça s'en vient en santé-sécurité, on s'en vient faire ci, on s'en vient faire ça. Tu veux-tu en parler à 2, 3 personnes, prendre le feel de comment ça se passe? Ah, ben oui, Nat, non. Puis là, tu retournes le lendemain faire un petit retour. Et ça prend du temps, hein, gérer votre leader informel, mais c'est très payant. Hey, j'ai vu que tu as mis tes gants hier, puis personne n'était là. Hey, good job, merci. Peux-tu parler avec un tel? Peux-tu voir si? Bel job sur ça. Hey, j'ai vu que tu as fait ci, tu as fait ça. Okay, faites des retours avec votre leader informel. Puis à chaque fois que vous en donnez un petit peu d'amour à votre leader informel, il va vous en donner beaucoup. Il va se retourner sur le plancher, puis il va passer un message de santé-sécurité sans même que vous lui demandez. Au début, ça va être un peu touché, puis éventuellement, ça va se faire de façon toute naturelle. Si on regarde un peu les 3 erreurs, okay, c'est tout beau. Là, je vous ai parlé de motiver votre gestionnaire, d'utiliser votre leader informel. Les gens sont là pour vous aider. On est plein d'énergie. On va faire face à des erreurs. Apprenez de mes erreurs. Moi, je les ai toutes faites. Je suis capable de vous le dire, je les ai toutes faites. C'est des erreurs qui vont vraiment vous faire mal. Okay? Sous-estimer l'influence du comportement de votre leader. Wow, quelle belle phrase. Mais ça, je vous le dis, on le fait systématiquement en entreprise. Okay? On oublie l'impact que l'attitude de notre leader peut avoir. Puis quand je vous dis, passez-lui des bouts de papier, passez-lui les messages que vous avez besoin qu'il passe, il faut qu'il soit dans cette posture-là tous les jours, tout le temps. Puis c'est à vous, gestionnaire en santé-sécurité, de lui feeder cette information-là. Il est très, très, très important parce qu'il ne peut pas se permettre de bifurquer. Okay? On le sait que votre gestionnaire, il va la marcher droite, la ligne tout le temps. Il faut mettre de l'effort à ces actions-là. Okay? Aidez-le à avoir cette espèce d'impact très, très, très positif. Okay? Toutes les actions que votre leader va faire vont être super visibles aux yeux de vos opérateurs. Chaque décision que votre leader formel en santé-sécurité prend va faire boule de neige sur le plancher. Une autre grosse erreur, puis je l'ai faite moi aussi, c'est de prioriser la conformité. Quand on est une entreprise, exemple, qui est ISO 45001 ou ISO 14001, on va passer au travers des audits, on va se péter les bretelles, on va dire « Hey, on a bien fait notre audit, ça a super bien été, on n'a pas de non-conformité sur notre paperasse. Bingo, bravo. » Est-ce que ça veut dire que notre culture santé-sécurité, elle est là? Non, absolument pas. La santé-sécurité, ça ne se fait pas dans un bureau, la porte fermée, à écrire des procédures. Je ne veux pas demander de lever les mains, là, mais qui ici s'est déjà fait dire « Ouais, mais tu sais, toi, tu as écrit cette procédure-là dans ton bureau, tu ne sais pas c'est quoi la réalité sur le plancher. » On est tous passés par là. « Hey, Nat, c'est pas toi, dans ton bureau, qui va me dire comment opérer la machine de façon sécuritaire. Tu n'as fait même pas la job. » C'est vrai. C'est vrai. C'est pas moi qui va la faire. C'est pas moi qui va la faire fonctionner, la machine. Mais si j'écris ces procédures-là dans mon bureau, la porte fermée, bien, je vais focuser juste sur ma conformité. Puis le danger, là, quand la conformité elle prend le dessus sur tout, qu'est-ce qu'on instaure? On instaure une culture de peur. Hey, j'ai bifurqué de la règle, je vais me faire ramasser, il y a quelqu'un qui va me chicaner, je vais avoir une suspension. Okay? On va avoir une culture de peur.
Quoi d'autre qu'on va avoir? On va avoir une baisse d'initiative. Et si jamais je faisais quelque chose puis je dépassais les bornes de la procédure, ah non, je ne le ferais pas. Ah non, c'est trop risqué. Je ne peux pas prendre de chance de faire quelque chose qui n'est pas documenté. Pourquoi? Parce que la documentation, puis les procédures, puis les règles, c'est la chose la plus importante dans notre entreprise. Pas le travailleur, pas l'initiative, non, c'est la conformité. C'est dangereux. C'est très dangereux de penser comme ça. Puis finalement, le pire du pire, c'est qu'on est tellement bon dans notre paperasse, on est tellement fiers de nos procédures, on est tellement content de passer notre ISO sans non-conformité, qu'on a un faux sentiment de sécurité. On se dit, ben oui, on est top notch, notre paperasse est numéro un. Comment ça se fait qu'on a quand même des accidents graves? Bien, on a un faux sentiment de sécurité. Quand on pense que notre paperasse et notre conformité est la manière de gérer notre usine en santé et sécurité, on va se faire mal, je vous le garantis. Fait qu'est-ce qu'on fait? Oh, non, je m'excuse, j'allais un petit peu trop vite, il en reste une. Il en reste une, puis elle est très importante. Une grosse erreur, c'est de manquer de reconnaissance. Là, je vous ai dit tantôt, la santé et sécurité, la culture, on parle d'émotion, on parle d'amour, on parle de sentiments. Ça ne se peut pas, Nat. La santé et sécurité, c'est des règles, c'est de la réglementation, c'est des législations. Voyons donc, Nat, parler d'amour. Eh oui, c'est important parce que c'est ça qui va venir nourrir chaque petite étape en santé et sécurité. Okay, la reconnaissance, c'est très important. Puis une grosse erreur, c'est de ne pas la valoriser. Quand on a un accident, on a une situation grave, tout le monde en parle. On a des mémos, la corporation débarque, tout le monde vient visiter l'usine, la Terre arrête de tourner, puis on va en parler pendant des jours, des semaines, probablement des mois, dépendamment de l'étendue de l'accident. Mais quelque chose de positif qui se passe en santé et sécurité, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on dit, hey, Alain, good job, tu as fait ça, tu sais, tu mets tout le temps tes équipements, à chaque fois qu'on passe te voir à ta machine, tu es habillé de la tête aux pieds. Est-ce qu'on fait du positif? Pas beaucoup. Mais ça, à la longue, ça rattrape. Moi, je fais tout le temps les bonnes choses. Votre travailleur, votre machine, moi, je fais tout le temps les bonnes choses, je ne me blesse jamais, j'ai tout le temps mes équipements, je suis toujours habillée comme il faut, je suis les règles, je n'enlève jamais mon garde. Mais moi, il n'y a jamais personne qui me dit « Hey, good job, Nat ». Mais Jean-Guy et Pierre-Paul, eux autres, ils ont full attention, tout arrête parce qu'eux autres, ils ne suivent pas les règles. Okay? Faites attention à ça. Ça peut peser beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la balance. Puis, je vais le mettre dans le même bucket, excusez l'anglicisme, le manque de reconnaissance et la communication qui n'est pas transparente. On l'a vécu, moi je l'ai vécu souvent. La haute direction ne veut pas annoncer qu'il y a un changement qui s'en vient. Un changement organisationnel en santé et sécurité, ouf, il ne faudrait pas faire peur à personne. Un changement de procédure, un nouvel équipement qui s'en vient. Finalement, dans telle section, il va falloir travailler avec des masques 2 heures par jour. Il ne faudrait pas en parler. Faites le contraire, s'il vous plaît, faites le contraire. Ouvrez votre communication. Allez parler à vos leaders formels, puis dites-leur, regarde, il faut en parler, il faut être transparent, parce que ça va nous faire mal. Arriver avec une surprise, le bingo, lundi matin, on commence une nouvelle procédure, ça va faire mal, parce que les gens vont avoir peur. Ouvrez votre communication. Qu'est-ce qu'on fait là, pour prendre tous ces morceaux-là? On s'est dit, OK, là, on a 3 grosses erreurs à éviter. On veut utiliser nos leaders formels, on veut utiliser nos leaders informels. Qu'est-ce qu'on fait là, pour transitionner de la conformité vers le leadership mobilisateur? Bien, on prend une décision. La décision, aujourd'hui, maintenant, c'est de changer de posture. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, je le sais. Promis, je le sais. C'est à la sueur de votre front que ça va se faire, mais c'est faisable. Il faut juste prendre la décision. La première décision, c'est de changer de posture. Nous, on décide que chez nous, on va inspirer plutôt qu'imposer. On va utiliser la culture pour motiver les gens plutôt qu'utiliser la conformité pour discipliner. Je sais que ça peut sembler comme des belles paroles qui mènent à rien, mais ça prend la combinaison des deux. Okay? Si vous faites juste de la conformité et de la discipline, vous allez perdre l'inspiration. Okay? Vous allez perdre cette espèce de momentum. Puis vous le savez, la santé et sécurité, on fait un petit gain, puis un petit gain, puis un petit gain, puis un petit gain, puis hop, à un moment donné, là, on dirait que la roue est partie. Okay? Fait que prenez cette décision-là. Puis c'est une décision que vous pouvez prendre juste vous, puis éventuellement vendre l'idée au reste de l'équipe de direction. Okay? Commencez par vous en premier et les autres vont suivre. On va essayer d'aller chercher un climat qui est propice à l'initiative. Okay? Si on est capable
de se donner un petit lousse par rapport à nos règles, par rapport à nos procédures, on va être capable d'insérer de l'initiative. Je ne vous dis pas de scraper vos procédures puis pas mettre de l'énergie là-dessus, non. Je ne vous dis pas non plus de travailler à l'extérieur des règles, pas du tout. Mais des fois, la zone grise, elle peut être très, très, très payante en santé-sécurité. Puis quand vous décidez de prendre la décision de changer votre posture en santé-sécurité, vous allez devoir trouver un certain confort à être dans la zone grise. Donc, la zone grise, ça va être de dire, tu sais quoi, Pierre, essaye-le un petit peu comme ça, là, on va voir où est-ce que ça nous mène. On va garder un œil dessus, mais on va essayer de vivre un petit peu à l'extérieur de la procédure pour voir si ça fonctionne. Bien, Pierre, là, à la fin de la journée, si vous revenez avec une petite communication positive, hey, lui, là, le lendemain, il va vous en donner 2 fois plus. Mais il ne faut pas avoir peur de naviguer un petit peu vers la zone grise. Impliquer les équipes favorise l'initiative. Tantôt, je vous ai dit, ben oui, Nathalie, c'est toi qui as écrit la procédure toute seule dans ton bureau, t'en sais rien de comment ça fonctionne. Ça se peut. Mais si je suis assez confiante dans ma position, je suis assez confortable avec ce que je dis, ce que je fais, je vais commencer à aller impliquer les collaborateurs. Pas juste votre leader informel qu'on sait qui va embarquer. Prenez lui ou elle, puis allez chercher d'autres collaborateurs. Tu sais quoi, Yvette? C'est vrai que je ne le sais pas. Peux-tu m'aider, toi, sur ce projet-là? Jean-Guy, puis Pierre, puis Paul, puis Yvette, on va en parler 2 minutes. Il y a une nouvelle procédure qui s'en vient. Là, on va commencer à les engager. Utilisez votre comité de santé et sécurité. Il est là pour ça. Utilisez-le, ces gens-là, qui sont des gens de métier, qui sont des gens sur le plancher, pour vous aider à naviguer sur ce sujet-là. Ils vont pouvoir vous aider. Ils vont vous donner leur point de vue, ils vont vous montrer des choses que vous, dans votre bureau, dans votre procédure, vous ne le voyez peut-être pas parce que ce n'est pas vous l'expert de ce métier-là. Et en faisant ça, ils vont vous amener peut-être des solutions qui sont un petit peu plus adaptées. On a des fois le réflexe en santé sécurité de dire, ben, on va rajouter des gants, on va rajouter un tablier, on va rajouter un équipement, on va mettre un garde, on va empêcher telle chose de se passer. Quand vous allez travailler avec vos collaborateurs, non seulement ça va les motiver, non seulement vous allez leur montrer que vous avez une communication transparente, non seulement vous allez les valoriser, bien, ils vont peut-être vous dire, tu sais quoi, Nat, ça fait longtemps que c'est un problème, ça, puis on pense que telle solution, ça pourrait fonctionner. Puis on pense qu'on pourrait ajuster ci, ajuster ça. Ils vont vous le dire, c'est quoi la solution. La solution va être adaptée à leurs besoins. À vous, après, la responsabilité de voir si c'est sécuritaire, puis si ça répond aux normes. Mais ils vont vous amener des idées à plein. Qu'est-ce qu'on fait aussi? On encourage la participation. Oui, c'est facile à dire. Comment qu'on encourage ça? On partage des expériences collectives. Parlez à votre monde. Puis, je vous invite à parler de la santé et sécurité à l'extérieur de votre travail aussi. Chez Stantec, c'est quelque chose qu'on fait, que je suis particulièrement impressionnée de voir à quel point les gens participent dans ça. On a des observations, des items qu'on peut rentrer dans le système pour nos indicateurs avancés. Bien, un indicateur avancé de quelque chose que tu as fait, une tâche sécuritaire ou tu as parlé avec ton collègue de quelque chose de prudence ou X, Y, Z, ça peut être quelque chose qui s'est passé à la maison, comme ça peut être quelque chose qui s'est passé au bureau. Donc, on a dans la sélection, là, quand on le rentre dans le système, l'option de choisir renforcer la culture à la maison. Mais c'est facile. C'est facile de parler de quelque chose qu'on a fait qui est sécuritaire à la maison. On a eu une conversation avec notre enfant pour lui dire de ne pas grimper sur le comptoir pendant un meeting. Ça m'est arrivé. Mais je l'ai rentré dans le système. Pourquoi? Parce que c'est facile. Puis un comportement sécuritaire à la maison va se développer dans un comportement sécuritaire au travail et vice-versa. Quand vous allez commencer à parler de la santé-sécurité puis demander aux gens d'embarquer dans votre folie, ça aide de parler des choses qui sont peut-être à l'extérieur du travail. Des fois, c'est plus simple. Je donne un exemple. Mon conjoint, il y a un nouveau gestionnaire. Le gestionnaire, il veut commencer tous les meetings avec un élément de santé-sécurité. Super bonne idée, fantastique, on encourage ça, c'est important. Premier meeting, il arrive avec une feuille, 12 points. Personne n'écoutait, trop long. Deuxième meeting, le lendemain, arrive avec une autre feuille. On a parlé d'un accident. À chaque meeting, il est arrivé avec une feuille. C'était long, c'était plate. Mon mari rentre à la maison, il n'a pas le choix d'écouter la santé-sécurité. Sa femme, c'est une femme en santé-sécurité. On s'entend qu'il est comme poigné à gorge. Il n'est plus capable. Puis là, il s'est blessé à la maison. Il s'est coupé sur le pouce. Taillait des haies, s'est coupé. Il est arrivé au travail avec son plaster chez Winpack, mon ancienne entreprise, où est d'ailleurs mon conjoint. Il faut mettre un plaster bleu, c'est l'alimentaire. Son patron, il demande à Jean-Pierre, veux-tu faire le meeting de sécurité? Pas de problème. Il dit, les gars, il travaille en maintenance. Il a monté son pouce.
Soyez prudents, les gars. Je me suis coupée hier, j'ai un plaster, je me suis coupée parce que je n'ai pas été prudent, parce que j'étais fatiguée, parce que je me suis dit, ah, il me reste juste un petit morceau à couper avant de partir, avant de finir la journée. Je l'ai fait pareil, bang, il s'est fait mal. OK, il a parlé d'une vraie expérience qui s'est passée à la maison. Ça se peut-tu? Le conjoint de la fille en santé sécurité est blessé à la maison, il raconte ça au travail, j'ai un peu la honte. Mais les gars, ils en ont parlé après. Ah ouais, OK, fais attention, OK, telle affaire. Mais tu sais, parce que c'était personnel, parce qu'ils sont rattachés à ça. Fait que là, je passe beaucoup de temps là-dessus, là, mais partagez vos expériences. Les gens, ils veulent ça, ils veulent du vrai. Ils ne veulent pas un document de 6 points écrit sur une feuille. On reconnaît les comportements. OK, je mets beaucoup l'emphase là-dessus. On essaie d'aller reconnaître les comportements positifs de ces gens qui sont chez nous, que ce soit au travail, que ce soit à la maison. Quelqu'un qui prend le lead puis qui partage quelque chose qui s'est passé, renforcer ce message-là. C'est positif, c'est bon, c'est très payant. Bon, les stratégies concrètes. Ça va jusqu'à là? Je sais il reste un petit peu de temps entre moi et la pause. On va faire ça le moins pénible possible pour qu'on puisse se rendre à la pause puis tout prendre un refill de café. Donc, les stratégies concrètes pour instaurer une culture. Et voilà, mesdames et messieurs, la solution la plus facile, la plus efficace, c'est de trouver un équilibre. Ce n'est pas facile à faire, loin d'eux. Mais si vous êtes capable de trouver un équilibre entre la rigueur de la conformité qu'on a besoin d'avoir anyway, on a besoin d'avoir cette rigueur-là en entreprise, et la force de l'engagement. Là, c'est la clé du succès. La conformité, ça protège, ça nous donne des balises, ça nous dit quoi faire, quoi pas faire. L'engagement, ça prévient. Okay? Ensemble, c'est vraiment la combinaison des deux ensemble qui va sauver des vies. Je vous le confirme. Si on vit juste dans nos règles, on ne verra peut-être pas ce qui s'en vient. Mais si on a un minimum d'engagement, on a une culture, on a les gens qui embarquent dans la santé-sécurité, qui en parlent ouvertement, bien, on va prévenir des accidents. Parce qu'on va dire, pop, 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 Yves, mets-toi pas la main là. Hey, commande, dude. Tu sais que tu vas te faire mal. Hey, tu as l'air fatigué aujourd'hui, ça n'a pas l'air de fonctionner. Va donc prendre une pause, va parler à ton gestionnaire. Si on est capable d'utiliser la santé-sécurité comme un levier, on va être capable d'avoir ces conversations-là. Et là, on va se sauver des accidents parce qu'on va combiner les deux choses les plus importantes. La conformité, la rigueur des procédures et des lois qu'on n'a pas le choix de suivre, et l'engagement des gens. Ils vont commencer à faire attention à leurs collègues. Ils vont faire attention pour que tout le monde rentre à la maison avec tous les morceaux rattachés aux bonnes places. Donc, pour faire ça, pour aller essayer de trouver ce balancier-là, pour vendre l'idée à votre équipe de direction, c'est de commencer à intégrer la santé-sécurité dans les valeurs d'entreprise. C'est très, très, très important et ça peut sembler super banal. Là, je ne vous parle pas d'inclure 2-3 lignes dans votre politique, c'est pas ça. Il faut que ça devienne vraiment une partie intégrale de votre entreprise. Fait que si je vous donne l'exemple chez Stantec, notre slogan chez Stantec, c'est « Plus sécuritaire ensemble »,« Safer Together ». Au travers de Stantec Global, notre slogan, c'est « Safer Together, plus sécuritaire ensemble ». Et à la base, c'est écrit partout « Better Together », meilleur ensemble. C'est vraiment la base de la culture chez Stantec. Les gens sont rattachés à ça parce que ça fait partie des règles de base, ça fait partie des valeurs chez Stantec, autant à la maison qu'au travail. Ça nous permet d'aller chercher une espèce d'adhésion collective. Okay? On a tous le même slogan, on a toute la même idée, on s'en va tous dans le même bateau, on s'en va tous dans la même direction. Pas, mais c'est Nathalie en santé-sécurité, go la santé-sécurité! Okay? En utilisant vos leaders, en ouvrant les communications, en faisant toutes les choses qu'on a discutées avant, vous allez commencer à aller chercher un engagement collaboratif, là. Un engagement à différents niveaux, différentes sphères de votre entreprise. Et en utilisant vos leaders formels, ils ont un pouvoir hiérarchique, puis en utilisant vos leaders informels, qui sont les gens sur le plancher, qui sont les membres de votre syndicat, qui sont les membres du comité santé-sécurité, là, on va être capable d'aller les rejoindre les deux ensemble, puis motiver des deux côtés. Parce qu'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. On peut avoir autant de gestionnaires qu'on veut, si on n'a pas personne pour runner la business, puis pacter les boîtes, puis shipper le produit, on n'est pas plus avancé. En santé-sécurité, c'est la même chose. On ne peut pas être juste le responsable en santé-sécurité ou le responsable en ressources humaines qui dit « Go, on fait ci, on fait ça ». Il faut qu'on ait l'adhésion des gens en bas, que les gens embarquent, puis il faut qu'on ait le message qui vient d'en haut. Okay? On essaie de construire des rituels quotidiens. Incarner la sécurité au quotidien. On en parle à tous les jours.
Ça n'a pas besoin d'être un gros document, ça n'a pas besoin d'être un PowerPoint avec 12 slides. Ça peut être un mot, deux mots, trois mots. Hey, OK, les gars de maintenance aujourd'hui, faites attention, assurez-vous qu'il y a vos gardes sur vos équipements. Ça peut être aussi simple que ça, mais vous leur avez parlé de quelque chose qui est réel dans leur day-to-day. Allez pas vous mettre devant l'équipe de maintenance puis parler de quelque chose qui se passe aux finances. Allez chercher du matériel qui va être rattaché à leur réalité. Et ça va se rattacher. Ils vont partir avec l'information qui est unique à eux. Démarrer vos meetings avec des briefings de sécurité, ça date depuis des années, des années, des années. Ça paye, ça marche. Ça peut sembler banal, ça peut sembler bien plate. Mettez un peu de piquant dans votre sujet, mais c'est très payant. Parlez-en à tous les débuts de corps de travail. Faites des retours sur les expériences. Vous savez que quelqu'un fait un sport qui est un petit peu plus dangereux la fin de semaine. Demandez-lui de venir en parler au groupe et comment il se prépare à ça. Ça va ouvrir la discussion. Vous voyez quelqu'un faire quelque chose de positif, revenez sur le sujet. Vous voyez quelqu'un qui a parlé à un collègue, qui a fait de la prévention avec un collègue, revenez là-dessus. C'est payant. Les gens en veulent. Pas dire d'arriver avec des ballons puis des feux d'artifice, mais la petite reconnaissance pour le commun des mortels, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Un petit Hey Dominique, good job tantôt que ta présentation, c'était hot, j'ai aimé ça. Peut-être que je l'ai motivé, peut-être que c'est la meilleure chose. Bien, peut-être pas Dominique, parce qu'il y a beaucoup de félicitations. Mais c'est peut-être la meilleure chose qu'il a entendue dans sa journée. Il a fait quelque chose de sécuritaire pour lui, c'est du day-to-day, c'est juste mettre ses équipements en travaillant, puis tu lui dis Hey, good job aujourd'hui, j'ai vu que tu as porté ton équipement. Peut-être que tout dans sa vie, c'est plate, mais ça a fait de sa journée. Le retour sur ce moment-là, ça a fait de sa journée. Puis demain, il va peut-être le donner à quelqu'un d'autre, ce petit moment positif-là. On rend la culture SST contagieuse. On utilise notre leader. Votre leader qui est sur le spotlight, vous lui dites Philippe, tu es sur le spotlight, c'est toi. C'est toi qui portes le message aujourd'hui. Tout le monde te regarde. Walk the talk. Okay? Motivez-les. L'exemple, la force de l'exemple de votre leader, elle est cruciale. Utilisez ça. Allez reconnaître vos collaborateurs, ça revient souvent à la même chose, puis diffusez votre culture. Parlez-en, parlez-en, parlez-en. Arrêtez de vous casser la tête à écrire des mémos qui sont beaux puis qui sont parfaits. On s'en fout de ça. Une photo, une coupe de mots, let's go sur le babillard, de la couleur, du rose, du bleu, du mauve, un peu comme ma chemise, let's go, mettez-en de la couleur. Diffusez du positif par rapport à votre culture santé-sécurité. Les accidents, tout ça, il faut qu'on en parle, c'est important, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Mais ça ne peut pas tout le temps être ça. Quand je suis arrivée chez Winpack, juste avant que j'arrive chez Stantec, c'est du manufacturier, ils font des opercules, super entreprise, fantastique. Mais tout était beige. Les murs sont beiges, les machines sont beiges, et les gens sont habillés en beige puis en vert, c'était de toute beauté. Moi, j'arrive, sac de laptop jaune, plein de bonne humeur, plein de couleurs. J'ai dit, OK, on change les affiches. C'est banal, là. C'est pas grand-chose. Mais là, on voulait prendre la culture qui était à terre puis la rebooster un petit peu. Mais qu'est-ce qu'on fait? On met de la couleur. On a changé les affiches, on a mis les affiches sur le mur. Des roses, des bleus, des vertes. Je vous le dis, c'était vraiment, vraiment comme ma chemise. Mais ce que ça a fait, là, c'est qu'on a fait, oh, un vent de fraîcheur, un vent de positif. OK, peut-être qu'on va écouter cette fois-ci, peut-être qu'on va en parler un petit peu plus. La diffusion de votre culture, elle est très importante. C'est votre manière d'identifier qui vous êtes en santé-sécurité. Quel type de gestionnaire en santé-sécurité vous voulez être? Est-ce que vous voulez être du beige, puis du gris, puis des documents qui sont super conformes, puis qui sont écrits comme la corporation veut que ça soit écrit? Ou est-ce qu'on est rose et jaune et bleu? C'est votre opportunité. Tantôt qu'on a parlé de prendre la décision de devenir inspirant, c'est là que ça se passe. Okay? Je sais que ce n'est pas simple et que j'arrive avec mes idées de grandeur. Je sais que ce n'est pas facile de faire bouger des gros bateaux corporatifs. Je le sais, puis j'en ai payé de la sueur de mon front. Mais où est-ce que vous avez une petite opportunité? Prenez-la. Vous n'avez pas le choix des fois de passer des messages de façon très, très, très corporative, de vivre dans les règles. Je comprends que c'est la base de notre métier. Mais quand vous avez une petite ouverture, prenez-la. Puis amenez des gens avec vous. Donc, en conclusion, il fait très chaud ici, je tenais à vous dire, en haut, en avant, il fait chaud. Mais c'est très plaisant, je suis très contente d'être ici avec vous. Puis je vous amène à ma conclusion. Donc, ça revient à 3 grandes choses. Allez chercher votre leadership engagé. Donc, un leader fort, un leader vocal, un leader présent. Et là, je ne fais pas la distinction entre formel et informel. Utilisez les gens que vous avez. Allez chercher les leaders qui sont prêts à se mettre devant
devant les gens puis passer votre message. Motivation et implication. Motiver, impliquer les équipes. Ça favorise un environnement de travail sécuritaire et performant. Wow, Nat, c'est des belles paroles. Je vous le garantis. Je vous le garantis ou je paye le café. Motivez vos employés. Amenez-leur une reconnaissance. Parlez-leur. Ils vont vous revenir avec 2 fois plus que ce que vous demandez. Pour faire ça, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Sortez de vos bureaux. Allez marcher le plancher. Allez parler aux gens. Prenez un gestionnaire avec vous, prenez un membre de votre comité de santé et sécurité. Je sais que ce n'est pas toujours faisable parce que des fois, ils sont sur des lignes de montage, c'est difficile de les enlever. Mais quand vous pouvez, quand vous avez cette opportunité-là, ça va motiver votre travailleur de dire « Hey, viens prendre une petite marche avec moi, on va aller voir ta machine. Hey, viens me montrer comment tu fais ça. » Ça va les mobiliser énormément. Et le dernier, c'est le plus simple de tout, c'est la clé de tout votre succès, c'est d'utiliser la prévention comme levier. Quand on vit dans nos procédures, quand on vit dans nos règles, quand on est accroché à nos statistiques, à nos chiffres, à notre paperasse, à notre conformité, on fait juste de la réparation. On met des band-aids. On a des accidents, on communique sur les accidents, on corrige les accidents. On ne sort jamais de notre boucle de réparation. Quand est-ce qu'on tombe dans la prévention? Mais quand vous allez commencer à bâtir votre culture en santé et sécurité, puis vous allez commencer à voir qu'elle prend forme, là, puis qu'elle se motive, puis elle grossit, je vous le dis, ça va vous mener vers la prévention. Quand on va passer moins de temps à parler de ce qui s'est passé dans le passé, puis les chiffres du dernier mois, puis on va commencer à parler de « Hey, voici ce qui s'en vient », vous allez commencer à faire le switch vers la prévention versus la réparation. Ça m'amène à ma dernière slide. On avait quand même pas mal de temps de lousse. Si vous avez des questions ou des commentaires ou autres, sinon, je pense qu'après moi, c'est le café. Donc, Ah, merci! Bonjour, Michel Bélanger de E360. Merci. J'ai une question quand même parce qu'il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup d'outils, mais le point déclencheur qui va nous faire passer entre une sécurité réactive et une sécurité préventive, y a-t-il quelque chose qu'on devrait focusser ou développer davantage? Bonne question, Michel, merci. Ouais. Je pense que ça dépend un peu de votre entreprise, ça dépend un peu du gap qu'il y a dans votre entreprise. Mais moi, je vous dirais, focussez en premier à vous rendre visible sur le plancher. Si, exemple, on est dans une usine ou chez E360, vous avez beaucoup de monde sur la route, c'est incroyable la grosseur de l'entreprise. Je dirais, mon premier réflexe, ça serait soyez visible. Soyez visible, allez serrer des mains, allez chercher des low-hanging fruit, je ne sais pas comment le dire en français, là, allez chercher des low-hanging fruit. La visibilité, ça joue pour beaucoup. Les gens ont besoin, jusqu'à un certain point, de se rattacher aux gestionnaires de santé et sécurité. Ils ont besoin de se rattacher à leur leader en santé et sécurité. Surtout s'il y a beaucoup de changements dans votre entreprise, ça serait le point de départ. Ça serait là qu'on est capable de commencer à sentir un shift là, qui va se faire. C'est dire, ah oui, tu sais, Nathalie, elle dit tout le temps telle affaire, ou Michel dit tout le temps ça, Michel, il lâche jamais le morceau, Michel, il est tout le temps là. Ça va être le début, là. Ça va commencer à pétiller un petit peu. Moi, j'irais avec ça. Vas-y, la madame avec le en rose, allez-y. Bonjour, Christelle Wingard, Pro-Ampac. Ma question est la suivante. Comment engager la direction? Parce que comme on l'a dit, vous l'avez dit, votre collègue auparavant, il faut un groupe. C'est un changement de culture, je le considère comme une gestion de projet. Donc comment fédérer justement l'engagement de la direction autour de ce projet? Quels sont les outils que vous me recommanderiez? Merci. Merci pour la question. Puis, la réponse est un peu malheureuse en partie. Ça va commencer avec les sous. C'est un chemin facile. C'est un chemin facile. Il l'a dit tantôt, Dominique. Il faut être capable de parler le langage des affaires. Il faut être capable de s'asseoir devant notre équipe de direction et dire, OK, l'année dernière, on a dépensé X millions ou X mille dollars. À chaque fois qu'on a ci, voici ce que ça nous coûte. Ils vont répondre à ça. Montrez-leur les chiffres pour commencer, pour leur montrer le gap qui est à combler. Après ça, parlez-leur, puis j'arrive toujours avec ce disclaimer-là. Je leur dis, oui, mais vous le savez, moi, j'arrive avec des licornes, des paillettes, de la bonne humeur. Okay? Mais ça, vous m'avez embauché pour ça. Vous m'avez embauché pour amener ça.
c'est important, c'est tout aussi important que les chiffres que je vous montre. Moi, je commence avec ça. Je leur montre un peu la problématique, je leur montre le taux d'absentéisme, je leur montre le coût de la CNSST. On commence avec ça. On commence à peindre les écarts, montrer-leur qu'est-ce qui ne marche pas bien. Puis après ça, on peut arriver avec notre rayon de soleil puis notre bonheur pour dire, OK, on peut-tu essayer quelque chose de différent? Essayons d'avoir une culture renforcée. Puis donnez-leur un objectif. Moi, ce que j'ai fait, entre autres chez Winpack, les 6 premiers mois, je leur ai dit, on se donne 6 mois. Embarquer pendant 6 mois dans ma folie, dans mes couleurs, dans mes paillettes, puis on va voir le payout dans 6 mois. Puis dans 6 mois, asseyez-vous, puis posez-vous les vraies questions. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce qu'on a vu la différence? Si la réponse est oui, OK, on continue pour un autre 6 mois. Si la réponse est non, peut-être que ce n'est pas la solution idéale pour votre type d'entreprise, mais commencez avec un petit objectif. Mettez-les au défi. C'est souvent des A-type personalities. Donnez-leur un objectif, donnez-leur un défi. Ça va peut-être démarrer. Vas-y, je t'en prie. Salut Nathalie. Louis-Philippe, Intervention Prévention. Très belle conférence en passant. Moi, j'ai une petite question. Moi, je suis responsable du développement des affaires dans une entreprise de consultation puis d'ingénierie en santé et sécurité. Moi, ma question, c'est quand je parle aux décideurs, quand je parle aux gens de maintenance, aux gens de santé et sécurité puis tout ça, nous, quand on arrive souvent sur place en milieu de travail, on est souvent vu comme ceux qui veulent imposer les règles, qui veulent mettre des bâtons dans les roues des travailleurs, puis tout ça. Quel levier, avant même que le mandat commence chez nous, qu'on peut travailler en collaboration avec toi et les décideurs pour amener les travailleurs de notre côté? Parce que de notre côté, des fois, c'est pas évident. Oui, bon point. Puis pour avoir fait affaire avec toi, je pense que la réponse, c'est cette simplicité-là. Moi, quand j'ai présenté Exemple Idée à faire affaire avec votre entreprise, aux décideurs, je leur ai dit, on va sortir un peu de budget parce que ces gens-là viennent pour t'enlever du travail de sur ta table. On fait appel à ces gens-là, on fait appel à ces entreprises pour nous aider, pour que moi, je puisse sortir de mon bureau, faire mon vrai métier. On va utiliser des sous-traitants. Moi, je leur vendrais l'idée comme ça. Chez nous, en tout cas, ça marche. Chez nous, ça motive les gens, ça motive nos gestionnaires de dire, OK, moi, là, Louis-Philippe, je m'en viens vendre du temps. Je m'en viens te redonner du temps. Toi, tu n'as pas le temps de courir après ces formations. Tu n'as pas le temps de courir après ci et ça. Moi, je viens de te donner du temps. Ça, chez nous, en tout cas, ça marche beaucoup, beaucoup. Parce que tu arrives un peu comme le sauveur de la situation. Ça répond? C'est correct? Bonjour, Laurence Descroix, je suis conseillère SST chez CBSST Expert Conseil. Vous avez parlé beaucoup d'engagement, de culture, tout ce qui est très, je ne veux pas dire social, là, oui. Mais au niveau SST, là, mais à cet engagement-là, c'est sûr que quand on regarde tout ce qui est prise en charge de la santé-sécurité, même sur le site de la CNSST et tout, la fameuse hiérarchie des moyens de contrôle, d'aller attaquer plus ce qui est à la source, on parle, la partie comportementale, je la comprends, ça fait partie de tout ça. Je suis quand même curieuse de vous entendre, voir un peu chez Stantec, c'est quoi que vous faites au niveau plus élimination, gestion de risque, je veux dire plus technique comme tel. Bon, l'engagement, la culture, il faut que ça en fasse partie, mais c'est un levier quand même parmi beaucoup, beaucoup d'autres. Je suis curieuse de vous entendre sur ce que vous faites d'autre là, en santé et sécurité. Merci, c'est une excellente question. C'est vrai que tout ce que je vous ai présenté, c'est beaucoup l'aspect social. Il faut évidemment suivre toutes les autres étapes avant. Chez Stantec, entre autres, ce qu'on fait, on donne énormément de pouvoir, si on peut dire, à nos chargés de projet, à nos ingénieurs, à nos techniciens qui sont sur le site. Leur responsabilité, quand ils bâtissent la demande de projet ou l'offre, c'est de nommer, de lister les risques qu'ils voient. Ils peuvent nous demander de l'aide, mais généralement, ils le font pas mal eux-mêmes. Donc, ils sont très, très, très mobilisés à voir, OK, il y a tel risque, il y a ci, il y a ça, OK, on les équipe de telle manière, OK, on élimine ça. Et chaque travailleur chez Stantec a le devoir, la responsabilité et le pouvoir d'arrêter tous les travaux à tout moment. Et je sais que ça peut sembler comme des belles paroles, mais je l'ai vu en action. Et comme on leur a donné la responsabilité et le pouvoir de nommer, de sortir tous les éléments de sécurité de leur projet parce que ça leur revient, et on leur donne aussi le pouvoir de dire non, 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 I'm out, ça ne marche pas. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment équipés. Ils sont très mobilisés. Puis, chez Stantec, nos travailleurs sont sur des projets un peu partout, là. Il faut qu'ils aient ce sentiment de responsabilité-là. Pour arrêter un travail, pour changer les EPI, ils ont cette capacité-là. Parce que comme on est étendu partout au Québec, puis on est sur des chantiers, puis des fois, on est tout seul dans un bureau, puis des fois, on est dans la baie James,
il faut que les gens soient mobilisés avec ce pouvoir-là. Fait qu'on leur redonne. Moi, dans ma position, je viens mettre une petite dose autour, mais le cœur du travail se fait avec le chargé de projet parce qu'il y a cette notoriété-là, il y a cette capacité-là. Merci. Bonjour, moi c'est Maguette Ndiaye, surintendant de la santé et sécurité au travail dans la mine de Sabadola au Sénégal. J'ai vu que vous avez bien exposé tout ce qui est conformité et leadership, mais aussi sur la prévention. Maintenant, il y a un lien, il y a une relation de symbiose entre ces trois paramètres, mais je n'ai pas vu le développement de la prévention. C'est-à-dire, quels sont les outils que vous utilisez en termes d'indicateurs proactifs et quelles sont les implications des différentes parties prenantes? Merci. Plaisir. C'est une grosse question, beaucoup, beaucoup d'informations. Est-ce qu'on est correct que José entend? Oui. OK. C'est pas évident de faire bouger ces trois morceaux-là en même temps. Ce qu'on fait, nous, exemple chez Stantec ou chez Winpack, au niveau de la prévention, on utilisait beaucoup notre comité de santé et sécurité. C'est vraiment des gens qui sont là pour supporter la prévention, passaient beaucoup de temps sur le plancher, parlaient avec les travailleurs, devenaient vraiment le point de contact. On utilisait beaucoup le comité de santé et sécurité pour ça. En fait, de prévention, on faisait appel à des sous-traitants pour venir faire des formations, pour pas que ça soit juste nous, pour changer un petit peu le beat de message. Tu sais, il y a plein de techniques qu'on pourrait utiliser pour faire plus de prévention et moins de réaction. Je ne ferais pas venir un sous-traitant pour faire de la réaction, mais si je suis occupée à faire quelque chose d'autre, passer mon temps sur le plancher, bien, il y a des gens qui peuvent venir nous aider. Mais tu sais, c'est de passer le plus de temps possible avec les acteurs qui peuvent nous aider. On utilisait beaucoup notre syndicat, notre comité de santé et sécurité, notre syndicat. On avait des rencontres mensuelles avec le syndicat à l'extérieur du comité normal pour parler de la santé et sécurité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment qu'on avance? Puis, on mettait quand même une certaine quantité d'importance à ce qu'ils nous demandaient. Parce que là, ça devenait payant. Fait, on pourrait en parler pendant longtemps, là, mais moi, j'essayais d'utiliser beaucoup les parties prenantes que j'avais. Le syndicat, mon équipe de direction, faire des visites sur le plancher, la visibilité, le comité de santé et sécurité, sortir un peu de la liste des actions, puis tomber dans plus du day-to-day, du concret de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Je vous relance la parole. Ça sera vite. Une petite vite, OK. Une petite dernière. Pour changer, tout le monde aime l'innovation, mais personne n'aime les changements. Combien de temps, à ton avis, que ça peut prendre pour vraiment effectuer un changement de culture autour des CNESST, les réclamations? Question simple. Bien, au niveau des réclamations, si je prends l'exemple de chez Winpack, parce que ça a été quand même quelque chose qu'on a misé beaucoup. Quand je suis arrivée chez Winpack, il n'y avait pas énormément de gestion de réclamations. On avait des accidents, il y avait des dossiers, puis ils n'étaient pas travaillés, ils n'étaient pas évalués, puis on s'est donné comme mandat de travailler ces dossiers-là, puis vraiment sentir un changement sur le plancher. Ça nous a pris à peu près 12 à 14 mois. Puis ce que je veux dire par changement, c'est pas qu'on avait moins de réclamations, mais on avait moins de réclamations. Le message s'est passé sur le plancher de dire « Oh, OK, les dossiers sont investigués, les réclamations sont checkées. » On fait appel à nos experts. On fait des suivis sur nos dossiers. On a des dossiers d'accident qui duraient 12, 24, 36 mois. Et on est arrivé, on a dit, OK, là, on ne peut plus accepter ça. Il faut les investiguer, il faut les creuser. Et là, le mot s'est passé sur le plancher. Ce n'est plus le Club Med des réclamations. Mais en 12 à 14 mois, on a vu un gros changement sur ce niveau-là. Mais ça prend du temps. Ça prend de l'attention beaucoup. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup pour les questions. C'est super. Je te repasse la parole.